enchaîne avec Planète Marché, avec 3 invités qui sont en plateau avec nous afin de décrypter les mouvements et les enjeux des marchés financiers. Mabrouk Chetouane est avec nous. Bonsoir Mabrouk Chetouane. Bonsoir. Vous êtes responsable de la stratégie et de la recherche de BFT IM. À côté de vous, Thibaut Prébet. Bonsoir Thibaut Prébet. Bonsoir. Vous êtes directeur général adjoint de la financière Arbevel. Et à ma gauche, Louis Defels. Bonsoir. Bonsoir Nicolas. Vous êtes directeur général et responsable des gestions chez Gay-Lussac Gestion. Alors, on le disait en introduction, du coup, le CAC 40 a clôturé en légère hausse. On peut parler de consolidation, plus 0,45%, un CAC 40 qui dépasse tout de même quand même les 6000 points. On va commencer avec vous, Thibaut. On en parlait déjà un petit peu la semaine dernière dans cette émission donc avec Grégoire Favet. Le CAC 40 et les marchés européens consolident. C'est toujours le cas du coup en ce début de semaine. Ouais, c'est bien. De toute façon, on a eu un début d'année qui, dans la continuité de la fin d'année dernière, était quand même assez impressionnant. Il y a un moment, il faut se calmer, il faut essayer de voir un peu quelles sont les opportunités. Il y a beaucoup de rotation, donc c'est vrai que dans des indices qui sont assez ternes, vous le disiez en parlant des bancaires, mais c'est un peu ça tous les jours, c'est-à-dire qu'il y a des mouvements assez forts. Donc on a tout le monde qui est en train de se dire la période, on va dire, sortie de crise en boursière est un peu achevée. Et maintenant, comment on se positionne pour les prochaines années, entre choix liés à l'inflation, entre thématiques de retour. Donc voilà, il se passe pas mal de choses dans un indice qui globalement s'est plutôt calmé. C'est probablement très bien comme ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, si je comprends bien, les investisseurs commencent à prendre des positions d'un peu plus long terme et non des positions en réaction directe à la crise qu'on a connue ? On pourrait même dire quasiment l'inverse, c'est-à-dire que c'est plutôt les sociétés de long terme, avec une vraie visibilité, avec des vraies perspectives, qui ont fortement surperformé pendant cette crise. Et à un moment, les investisseurs se disent non mais d'accord, mais il y a quand même des trucs qui valent rien en bourse, qui sont pas si mal que ça. Et donc il y a cette idée de se dire, en fait, ce qui a beaucoup monté l'année dernière, ça a peut-être pris beaucoup d'avance sur le potentiel. En revanche, ce qui a beaucoup reculé, si on sort de cette crise, ce qui est un grand si, peut-être qu'ils ont un peu d'opportunité. Donc on a plutôt une sorte de débat entre ceux qui cherchent de la valeur à long terme en restant sur des idées qui sont parfois un peu chères, et ceux qui se disent c'est le moment d'aller ramasser les choses un peu au tapis. Donc voilà, on est un peu entre les deux, mais c'est vrai qu'on observe plus des structurations de portefeuille un peu plus court-termistes, plus au ciblé de 2021, que des mises en place pour les 5 prochaines années dans les mouvements de marché actuels. Donc ce qui se joue en fait c'est le timing Ouais. et les espoirs entre guillemets des investisseurs entre ceux qui se disent bon bah on va encore attendre encore un petit peu et ceux qui se disent bah il faut commencer à retourner sur des valeurs qui sont sous-valorisées sur les indices européens. En tout cas, que ce mouvement qui a démarré déjà en début d'année a encore un peu de potentiel. Donc voilà, le débat effectivement est bien là. Mabrouk Chetouane, sur cette consolidation du coup des marchés européens, quelle est votre analyse ? Finalement, elle est en phase avec le redressement de la sortie de crise, effectivement, comme ça vient d'être dit. Aujourd'hui, finalement, on se dit dans quelle mesure on va avoir une sortie de crise sanitaire, finalement, qui va sans doute arriver quelque part au deuxième semestre. Alors, le deuxième semestre, c'est assez long, hein, ça peut arriver effectivement au Q4 ou au Q3. Maintenant, la question est de savoir, finalement, dans le contexte actuel de remontée des taux d'intérêt, on a parlé de rotation, effectivement, avec des secteurs qui ont été lourdement impactés par la crise et qui ont été lourdement impactés par toute cette inondation de liquidités et ces baisses de taux d'intérêt, finalement, qui retrouvent aujourd'hui de l'appétit grâce aux yeux des investisseurs. Donc, on prend le secteur bancaire, le secteur automobile, par exemple, qui lui aussi a observé, finalement, une dégringolade l'an dernier, qui retrouve, finalement, aujourd'hui les couleurs avec, en toile de fond, une mutation technologique, une mutation structurelle qui est en train de s'opérer. Donc, aujourd'hui, la question est véritablement de savoir, c'est ce qui a été remarquablement indiqué, non, mais jusqu'à présent, c'est vrai que c'est difficile de se projeter dans un avenir relativement proche, en tout cas pour la zone euro, dans la mesure où on ne sait pas en fait dans combien de temps on sera tiré d'affaire. C'est ça, on parle de sortie de crise, mais on ne sait pas quand finalement. On ne sait pas quand d'une part, et on sait pertinemment que ce qui joue en notre défaveur, c'est le temps. C'est-à-dire qu'en gros, Philippe Lame l'a bien rappelé finalement la semaine dernière, c'est que plus on tarde, et plus finalement on va avoir des impacts qui risquent d'être irréversibles sur certains secteurs, sur certaines entreprises, etc. Donc in fine, la question du timing est bien évidemment primordiale à chaque fois qu'on investit sur les marchés, mais là, plus que jamais, finalement, si on n'a pas une confirmation d'un rebond très fort de l'activité pour 2022, puisque 2021, on sait que, globalement, pour la zone euro, c'est un peu foutu, entre guillemets, mais on se dit, globalement, 2022, si on a ce rebond attendu, eh bien, effectivement, tous les secteurs qui ont été, on va dire, secoués fortement par la crise du Covid, vont pouvoir, effectivement, retrouver grâce aux yeux des investisseurs. Pardon. Donc, mais alors, là, vous vous projetez en 2022, ça veut dire que, et vous parlez d'un rebond en 2022, là, on est en mars 2021, ça veut dire qu'on n'anticipe pas forcément de rebond sur 2021, sachant qu'on est à 6000 points. On consolide là sur ces dernières semaines, mais il reste encore 3 trimestres sur l'année.
Oui, mais globalement, on a quand même fait une grande partie du chemin. Donc, qu'en gros, à mon sens, 6 000 points, compte tenu de la situation macro. Alors, on a une approche un peu fondamentale chez BFT. On essaie de recoller un peu, à la fois, on va dire, les morceaux macro et micro, les perspectives de croissance bénéficiaire. Prenons le CAC, par exemple, qui sont très fortes, mais qui répondent finalement à au moins 40 qu'on a vu l'an dernier. Donc, on a un effet de base positif, effectivement. Donc, je pense qu'on a aujourd'hui une partie de cette croissance bénéficiaire qui est dans les cours. La croissance macroéconomique, elle, va être relativement médiocre parce qu'il va falloir rattraper en fait tout le retard du premier semestre lié à l'environnement sanitaire qui ne s'améliore pas. On le sait en Europe et particulièrement en France, ça vient d'être dit. Et donc, du coup, in fine, aujourd'hui, la consolidation, aujourd'hui, on a retrouvé un rythme de croissance des cours boursiers qui est, à mon sens, beaucoup plus calme que ce qu'on a observé, évidemment, mais qui est beaucoup plus en phase avec la réalité, en fait. D'accord, donc une sorte de retour à la normalité, finalement. Je pense. Alors, on va revenir sur ce qu'a dit Philippe Lane dans un instant. Juste avant, Louis Defels, du coup, votre avis également sur cette consolidation qu'on vit actuellement sur les marchés européens? Elle est plutôt assez saine parce qu'on avait vu que le marché s'était joué à se faire peur avec la forte remontée des taux, notamment aux États-Unis. On avait vu que le discours de la Fed était pas toujours un peu hésitant. C'était la première fois où il n'était pas vraiment très en ligne parce qu'il dit qu'il n'y aura pas de hausse de taux avant 2023. Le marché avait commencé à jouer plutôt 2022. Donc on avait vu qu'il y avait pas mal de volatilité et que ça avait commencé à stresser le marché. Mais néanmoins, côté Europe, on voit que Madame Christine Lagarde, donc la patronne de la BCE, a vraiment fait le taf. Elle a vraiment bien travaillé. Elle a encore dit qu'elle a augmenté, vous savez, le fameux PEPP, le plan d'aide européen. Elle a encore augmenté. Elle a dit qu'elle ferait tout pour ne pas augmenter les taux et surtout de bien montrer qu'il y avait une décordance par rapport aux États-Unis. Je pense que le marché a plutôt bien réagi. On a vu que le OAT, le Bund tout de suite, avait vraiment été reparti à la baisse. Et donc voilà, elle a vraiment fait un bon travail. Et on voit que la forte rotation sectorielle qu'on avait eue depuis le début de l'année, notamment avec le fameux plan de relance inflationniste de 1 900 milliards du président Biden. Donc c'est vrai que très, très vite, c'était plutôt les valeurs cycliques, les valeurs value. On avait assisté à une forte rotation sectorielle. Et depuis 10 jours que Mme Lagarde est revenue, on voit, avec l'arrivée des résultats qui arrivent, plutôt le stock picking qui revient. Maintenant, on a vu que la semaine dernière, le marché dans son ensemble avait plutôt progressé avec toute différence de style. Donc maintenant, on va bientôt arriver à la fin du trimestre. Donc ça va être intéressant. Je pense qu'après la très forte rotation sectorielle qu'on a vue au mois de novembre après le vaccin, au mois de février, début mars, où ça va être assez violent sur certains portefeuilles, je pense que le stock picking va revenir. Et donc, c'est une consolidation plutôt assez saine sur les marchés. Et je pense qu'enfin, les stock pickers vont pouvoir de nouveau s'éclater dans les prochaines semaines. Parce que c'est vrai que vous avez cité une échéance importante, donc l'arrivée donc à terme du premier trimestre, un premier trimestre qui va s'achever sur fond de rebond de restrictions sanitaires, si je peux l'exprimer ainsi. Du coup, ça reste un environnement favorable au stock picking selon vous? Toujours, parce que là, on a quand même bien vu, on a des exemples, il faut commencer à regarder Israël, le UK, les États-Unis, on voit que le vaccin arrive, on peut faire confiance au président Macron qui a vraiment dit qu'il allait avoir une accélération, même s'il nous répète ça depuis le mois de janvier, mais là on l'a vraiment vu dans les chiffres de ce week-end avec plus de 400 000 par jour vaccination. Donc on voit que voilà, le énième, troisième confinement, même s'il va être très dur, on peut penser que voilà, dans 3-4 semaines, ça ira mieux. Donc voilà, le marché anticipe, mais le plus important, c'est vraiment, on est dans une vraie reprise cyclique économique, bien aidé en plus avec les plans de relance à la fois budgétaires et monétaires, donc à la fois avec la BCE et aussi au niveau des États. Donc voilà, donc c'est vrai n'oubliez pas que le marché, lui, même s'il anticipe pas mal, on attend des croissances bénéficiaires assez importantes en 2021 et 2022. Donc voilà, on aurait terminé le trimestre de façon très positive, mais je pense que l'autre partie de l'année va être beaucoup plus liée au stock picking parce que très souvent en début d'année, avec toute l'expérience, il y a plus de 15 ans que je suis sur le marché, je vois que souvent début d'année, c'est vraiment les valeurs souvent de moins bonne qualité qui montent et souvent c'est très très difficile de tenir les indices en début d'année. C'est vrai que je pense qu'aujourd'hui le CAC 40 est quasiment à 8-9%, à part si vous étiez bourré de bancaires ou de pétrole et matières premières, c'est très difficile de faire les indices. Et au fur et à mesure, il y a des belles valeurs de fonds de portefeuille qui elles vont continuer de vivre leur vie, elles vont annoncer bientôt leur premier trimestre, leurs résultats du premier trimestre et très vite elles devraient continuer de surperformer. Donc voilà, c'est peut-être parti un peu très fort, très vite sur certaines valeurs, notamment sur ce qu'on appelle un peu chez nous les value traps. C'est des sociétés qui ont énormément bénéficié de la repentification des taux.
Voilà, c'est pas parce que les taux se repentifient que certaines valeurs, notamment pétrolières ou bancaires ou même télécom, qui pour nous sont un peu la value trap, donc sont complètement disruptées, c'est un peu délicat. Voilà, après la forte remontée de ces valeurs-là ces derniers temps, attention, on pourra parler de choix de valeurs peut-être tout à l'heure, mais c'est vrai que nous on privilégie pas forcément ce type de valeurs pour jouer la reflation et le rebond cyclique. On préfère des valeurs plutôt de cyclique de qualité et aussi les small caps qui elles n'ont pas du tout cette fameuse rotation sectorielle que l'on voit dans les large caps. Alors on va reparler effectivement des valeurs. Juste un instant, vous avez parlé de la BCE. C'est vrai que quand on regarde vraiment d'un point de vue macro, on se dit, bon, la semaine dernière, l'Union européenne se posait la question de bloquer des vaccins vers le Royaume-Uni pour être sûr d'avoir ses propres doses pour faire avancer sa stratégie de vaccination. On a une stratégie de vaccination à la traîne. Sur le plan de relance européen, Emmanuel Macron lui-même qualifiait ce plan de ridicule par rapport au plan de 1900 milliards de Joe Biden. On voit d'ailleurs que la Cour suprême allemande, elle, a bloqué la ratification du plan de relance, donc du coup par Angela Merkel. Donc, en fait, on a l'impression que il n'y a rien qui va pour l'économie, mais ce que vous nous dites, c'est que finalement, sur les marchés financiers, on reprend un cycle normal et tout va bien quelque part, du coup, Thibault. En fait, je pense qu'on a du bruit. Alors, ce qu'il faut appeler du bruit, c'est ce sujet de la vaccination. Est-ce que l'Europe a été nulle sur la vaccination et que les États-Unis ont fait mieux? En fait, ça s'est joué il y a un an. Ça s'est joué il y a un an quand, au moment de financer la recherche, les États-Unis, le Royaume-Uni ont dit « Ok, mais il y a une clause, America, UK First, qui dit « On n'exporte rien et tout vient chez nous et vous ne vendez pas aux autres tant qu'on n'a pas été servi. » Voilà. L'Europe, elle, avec son vaccin BioNTech, elle est chercher un partenaire américain. Donc, il y a peut-être un peu de naïveté qu'il faudra analyser plus tard, avec cette idée que la mondialisation, pour nous, c'est tout le temps, pour les autres, c'est que quand ça les arrange. Bon, ça, c'est probablement quelque chose auquel il faudra revenir. Mais aujourd'hui, il y a une sorte de course entre les variants et la vaccination partout, que les États-Unis avaient l'air de gagner. Et puis là, on a eu des discours assez alarmistes ce week-end, que l'Europe va perdre. Mais ça ne changera pas grand-chose au fait que dans un mois ou deux, finalement, tout le monde va être vacciné suffisamment et ça va commencer à repartir fortement. Et que dans les cours boursiers, ce mois à venir, il compte pour quasiment zéro. Donc en fait, c'est pas tellement un sujet. En revanche, donc là, en fait, on se flagelle, mais finalement, en fait, c'est une question de moi. Oui, enfin, au lieu de la bourse, on est quand même des citoyens, donc on peut pas se satisfaire de voir des gens qui souffrent, qui décèdent parce qu'ils n'ont pas été vaccinés, alors que dans d'autres pays, les professeurs sont déjà vaccinés. Donc ça, on peut pas s'en satisfaire. Mais boursièrement, c'est plus ça l'histoire. D'un point de vue plan de relance, là encore, je suis assez sceptique cette comparaison. Il faut se rappeler une chose, c'est qu'il y a deux types de plans de relance. Il y a un plan de relance structurel sur lequel Joe Biden va s'exprimer, qui là correspond au plan européen, c'est-à-dire des investissements de long terme, etc. Et il y a la partie urgente. La partie urgente, en Europe, elle a été traitée, mais elle a été traitée par chaque pays. C'est-à-dire que, pour prendre un exemple idiot, quand la France fait un chômage partiel, qui est quasiment payé à plein... Oui, c'est ça équivaut à des mesures qui sont prises dans le plan de relance américain. C'est inexistant aux US, et l'équivalent en termes de dépenses et de budget par rapport à ce qui est fait aux US est énorme. C'est-à-dire qu'aux US, on n'a pas d'aide qui atteigne ne serait-ce que ce niveau-là aujourd'hui, et les chèques qui sont faits sont d'une amplitude très limitée par rapport aux aides qu'on a pu avoir en France. Donc je crois qu'il faut accepter une idée simple. Réforme, on va dire, d'urgence, c'est les pays qui les gèrent. Réforme d'avenir, structurelle, ça doit être fait au niveau de l'Europe. À ce stade, c'est trop tôt pour se flageller, même si on voit bien que ça avance pas très vite, parce que ce qui est fait aux États-Unis doit plutôt se comparer avec toutes les mesures de soutien en urgence que nous, on aurait vues en France, et qui ont été, il me semble, très ambitieuses et absolument pas à la traîne par rapport à ce qu'on peut voir aux États-Unis. Sur le structurel, on va voir, c'est vrai que pour l'instant, ça avance pas très vite. On le voit bien, je suis assez d'accord, on voit bien que le plan de relance de 1900 milliards, c'est pas du tout, c'est un plan de soutien. C'est pas un plan d'investissement. On voit bien qu'il n'y aura pas du tout un effet exactement de soutien de soutien à la consommation pour éviter que le PIB américain s'effondre. Et c'est absolument pas un plan de relance comme on a pu voir en européen avec les fameux 750 milliards où il y aura un effet plus long terme et surtout multiplicateur. Si ça sort un jour. Voilà. Mais c'est ça. C'est vrai qu'on ne peut pas non plus tout comparer de la sorte et jeter aux orties le plan de relance qui porte bien son nom. Nous, ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est du colmatage. Donc au niveau national, c'est du colmatage macroéconomique pour éviter que tout s'effondre. Ce qu'ont fait les Américains, mais en mettant l'accent davantage sur la relance du principal moteur de croissance, la conso. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va avoir un PIB américain qui s'est contracté de 3,5 et qui va augmenter depuis 7% vraisemblablement cette année. En Europe, on a exactement la trajectoire inverse. On a fait quasiment moins 7 l'an dernier, on va faire seulement plus 3,5. Donc ça questionne aussi les canaux de transmission aussi de ces plans de relance. Les Américains savent utiliser la politique macroéconomique quand il le faut, pas les Européens. Bon, ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est un premier point. Et deuxième point, c'est que là aussi, on a un vrai souci en Europe, c'est que la situation se normalise, on l'a dit, les taux remontent.
le discours de Biden, pardon, le discours de Jay Powell a été très clair. Globalement, les taux vont remonter, on le sait, et c'est pas un problème. Pour la Fed, ce n'est pas du tout un problème. C'est une normalisation implicite de politique monétaire, mais c'est pas une difficulté à ce stade, puisque la croissance américaine, encore une fois, est extrêmement forte. Maintenant, le problème, c'est que les taux remontent, la situation se normalise aux États-Unis, nous on subit en fait. Et donc, c'est pour ça que Christine Lagarde a été obligée, entre guillemets, de nouveau, entre guillemets, sortir une déclaration de son chapeau en disant qu'on allait augmenter de 50% les achats au titre du PEPP, puisqu'encore une fois, on ne peut pas tolérer à ce stade, si on veut que la relance, effectivement, ou du moins le soutien macroéconomique perdure en Europe, il faut absolument que les États aient les coups des franches pour pouvoir dépenser. Et ça veut dire, en l'absence de croissance potentielle, en l'absence de capacité à créer des richesses, des taux d'intérêt extrêmement bas. L'Italie ne peut plus tolérer, entre guillemets, ne peut pas tolérer ni l'Espagne ni la France, des taux d'intérêt qui remontent. Et donc, pour éviter la dislocation et la fragmentation financière en Europe, on est obligé finalement d'avoir une BCE hyper proactive. Donc maintenant, évidemment, il faudra bien qu'un jour... Alors ce plan de relance, 750 milliards, on a deux difficultés. Alors peut-être le montant est un peu, en fait, on va dire quand même relativement faible, non pas en se comparant aux États-Unis, mais compte tenu des enjeux finalement. Donc, en gros, les enjeux qui sont derrière sont quand même assez conséquents. Et 750 milliards, il faut le voir comme étant une première brique finalement vers d'autres investissements. Ça, c'est le premier point. Et puis, mais une première brique qui est envisageable quand on voit. Alors peut-être que c'est pas, peut-être qu'effectivement c'est pas si long, mais on a quand même l'impression que ça prend du temps avant de se mettre en place. Ça prend du temps. Ça se perd un peu dans les méandres de l'Union européenne. Parce qu'on n'est pas non plus une fédération. Faut pas oublier que l'Europe n'est pas comme les États-Unis. C'est pas le même mode de fonctionnement que les États-Unis. C'est pas une fédération d'une part, et d'autre part, effectivement, on l'a vu à plusieurs reprises, la cour de Karlsruhe s'est déjà, entre guillemets, interposée face aux institutions européennes. On se souvient du procès, entre guillemets, intenté à la BCE, à Mario Draghi, sur justement l'utilisation du PSPP et du CSPP, notamment, du PSPP, pardon. Et donc là, il recommence, entre guillemets, et en plus, les ficelles sont tirées par la FD, enfin bon, bref. Donc du coup, là, on se dit, on a de nouveau, finalement, un blocage institutionnel qui vient effectivement de l'Allemagne, c'est un peu gênant. Bon, c'est un deuxième revers pour Angela Merkel, c'est compliqué pour elle en ce moment. C'est dans un contexte politique particulier aussi. Voilà, en plus, donc il faut évidemment mettre tout ça, entre guillemets, un peu dans le contexte européen, allemand, etc. Donc Angela Merkel n'est pas forcément en position de force aujourd'hui. Elle a beaucoup d'ennemis sur le plan politique, et ils essayent par tous les moyens de disqualifier son action. Et donc, globalement, on sait bien que tout ceci va rentrer dans l'ordre, on sait bien, ça devrait rentrer dans l'ordre a priori pour la fin du second trimestre, pour un début d'implémentation qui devrait intervenir d'ici la fin de l'année. C'est long, mais il ne faut pas oublier encore une fois que l'Europe, ce n'est pas une fédération de pays, ça marche différemment. Et donc, mécaniquement, on a les revers de cet aspect-là. Et alors, je vous propose de rester en Europe avant de regarder un petit peu ce qui se passe du coup aux États-Unis, notamment sur les marchés américains. Mabrouk Chetouane, vous avez évoqué tout à l'heure donc la déclaration de Philippe Lane ce week-end, économiste en chef de la BCE, qui a déclaré lors du forum Ambrosetti. Alors, je ne le cite pas exactement, mais en gros, plus la crise dure, plus ce sera compliqué de s'en remettre. Il a évoqué notamment les risques qui courent sur la productivité européenne si elle reste en sous-capacité trop longtemps. Qu'est-ce que vous en pensez? En gros, plus la reprise va se faire attendre, plus elle va être difficile. Ça, c'est quelque chose que l'on connaît, qu'on a vu à plusieurs reprises. Après chaque crise, finalement, on a une difficulté, c'est qu'on ressort de chaque crise avec un potentiel de croissance amoindri. Alors pourquoi on a ce genre de phénomène? On a un sous-investissement. Alors quand il parle de sous-capacité, il y a deux niveaux. Sous-capacité au niveau des investissements et au niveau du marché du travail. Donc si on a un niveau de chômage structurel, parce que finalement on a des effets de flexion sur le marché du travail qui montent, bien évidemment, ça va gréver la croissance potentielle. Si on a un sous-investissement comme en Italie, l'Italie, en fait, il ne faut pas oublier que depuis 2008, n'ont pas retrouvé leur niveau d'activité là, en fin 2019. Donc la crise du Covid, on va rajouter une couche, en quelque sorte. Et là, au fond, on va avoir la même difficulté. C'est pour ça que les États, aujourd'hui, se mobilisent pour pouvoir investir à long terme, investir dans les infrastructures et investir de manière structurelle pour essayer de préserver. On parle aujourd'hui d'une préservation du potentiel de croissance. Et donc, plus on attend, plus effectivement ce potentiel risque effectivement d'être dégradé. Et ça, c'est un résultat que tous les économistes, il y a un consensus là-dessus, sur ce résultat qu'a indiqué Philippe Lane la semaine dernière. Et alors, il dit autre chose, Philippe Lane, sur lequel j'aimerais vous entendre, et ensuite on passera la parole à Louis Defels et Thibaut Prébet. Il propose 3 réformes de fond dans la situation actuelle. Il propose une réforme du secteur public, mais il propose surtout une union des marchés de capitaux et une union bancaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous disiez tout à l'heure qu'on n'était pas une fédération de pays. Alors, on se met effectivement peut-être en comparaison directe avec les États-Unis en
se disant est-ce qu'il faudrait un seul marché de capitaux? Qu'est-ce que vous en pensez? L'idée, en fait, c'est d'améliorer, entre guillemets, le mode de fonctionnement de la zone euro sur l'ensemble des aspects, que ce soit la circulation des personnes, que ce soit sur la circulation des capitaux ou des biens. Donc l'idée, encore une fois, c'est de fluidifier un maximum. Et en la matière, l'union bancaire, l'union des marchés de capitaux, c'est quelque chose, c'est un projet assez ancien, mais qui fait face à des difficultés d'ordre institutionnel et politique. Et donc, in fine, tant qu'on n'arrivera pas finalement à ce type de configuration, on sait qu'on a des facteurs bloquants structurels au niveau de la zone euro. Et donc, mécaniquement, on a, in fine, moins de chances de pouvoir effectivement avoir des rythmes de croissance qui seront comparables à ceux des États-Unis. Thibaut Prébet, sur cette même question, du coup, sur ces recommandations de Philippe Lane, sur notamment donc, l'union bancaire ou l'union des marchés de capitaux, qu'est-ce que ça vous évoque? Ça évoque le fait que construire une zone, ça fait du temps, quoi. Et donc, il me semble que tout va dans le bon sens, mais que ça prend du temps et qu'il faut l'accepter, que c'est la vie. Donc c'est la prochaine étape, finalement. Oui, je me souviens de 2012, vous saviez, je vous rappelle quand même qu'en 2012, vous aviez Draghi qui parlait, deux secondes après, parfois en même temps, vous avez M. Schauble ou Mme Merkel qui parlaient pour dire qu'il était taré, que c'était n'importe quoi. Voilà. Dans le même temps, vous aviez les Grecs qui disaient aux Allemands regardez, on doit de l'argent, ça tombe bien, c'est le montant des dégâts de la Seconde Guerre mondiale. Il y avait une ambiance dont on oublie il y avait une bonne ambiance. qu'à un moment, on était au bord de l'explosion et qu'on s'envoyait des noms d'oiseaux tout le temps. Et c'était vraiment compliqué, quoi. Et avec cet épisode que vous rappelez de la cour de Karlsruhe. Aujourd'hui, on a quelque part une BCE qui est totalement validée de partout. On a réussi à valider des plans de relance qui auraient été totalement inenvisageables à l'époque. Donc les avancées, elles sont évidentes. Moi, j'aime bien cette phrase. Voilà, on entend un arbre tomber, on n'entend pas la forêt pousser. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est exactement ça. Ça avance. Ça avance pas aussi vite qu'on voudrait. Parce qu'effectivement, voir des choses spectaculaires qui se cassent la figure, c'est plus visible que de voir des choses qui avancent. Mais l'intégration européenne, la vision stratégique européenne, la volonté d'unification, la gestion des sujets bancaires en Europe, elle avance. Et je crois qu'il faut s'en satisfaire. Et si on est très impatient et qu'on voudrait que ça aille beaucoup plus vite, on va être déçu. Mais les États-Unis, comme Rome, ne se sont pas faits en 2 jours. Donc il faut accepter l'idée que toute chose prend un temps. Mais je crois que ça va dans le bon sens. Louis de Fels, assez en ligne, ça va dans le bon sens? Ça va dans le bon sens. C'est vrai que c'est assez lent, mais c'est vrai que ce qui est un peu regrettant, c'est comme pendant la crise de 2008, on voit que la crise vient des États-Unis et on voit bien que l'Europe, quasiment 10 ans plus tard, est quasiment restée au même niveau quand vous regardez le PIB par habitant, alors que les États-Unis ont quasiment plus doublé. Et on voit que clairement, il faudrait en faire beaucoup plus. On voit que les plans de relance aux États-Unis, les 1900 milliards, on va parler bientôt des 3 000 milliards de relance d'infrastructures. C'est vrai qu'aux États-Unis, en Europe, on a de tels défis, même démographiques, on a tellement de plans différents à faire sur la transition énergétique et numérique, on a tellement de choses à faire qu'aujourd'hui, il faudrait profiter des taux bas limite pour s'endetter beaucoup plus. On voit que, en tout cas au niveau européen, il y a eu des plans de relance, on a sauvé les entreprises et tout, donc ça a été très bien. Voilà, c'est fait, c'est top, parce qu'il y a encore quelques années, ça aurait été même juste impensable. Mais profitons-en pour encore accélérer et pour revenir à des croissances, pour revenir, on va dire, au niveau pré-Covid le plus rapidement possible. Parce qu'il faut, quand on regarde les bénéfices attendus des États-Unis, du S&P, dès 2021, on aura déjà effacé toute la baisse liée à la Covid de 2019, alors qu'en Europe, c'est plutôt pour mi-2022. Donc voilà, lâchons encore les chevaux, investissons à fond. Il y a quand même beaucoup de défis qui nous attendent. Profitons de l'argent pas cher pour vraiment investir. Mais ça va dans le bon sens, c'est un peu lent, mais ça va dans le bon sens. Et alors justement, vous évoquez les États-Unis, donc on a beaucoup parlé des marchés européens, surtout du CAC 40, et ensuite donc du coup des sujets macroéconomiques en Europe. Aux États-Unis, on a l'impression que finalement ça se passe mieux quelque part. Ça se passe mieux, clairement, et on voit clairement la reportification de la courbe des taux aux États-Unis. Donc c'est vrai que le marché s'était fait jouer peur parce que rappelez-vous, les taux étaient à 0,9, on est quasiment passé à 1,50, 1,60 très vite, même à 1,70. Donc ce qui compte, c'est complètement naturel. On n'est pas du tout en resserrement monétaire, on est plutôt en expansion économique. Donc c'est normal que les taux se reportifient. Mais ce qui est important en bourse, vous savez, c'est la vélocité, la rapidité de la remontée des taux. Donc c'est vrai que le marché a pu se faire peur, surtout qu'en plus, M. Powell avait commencé à parler plusieurs fois. Il n'avait pas forcément rassuré les marchés. Il avait tenté effectivement, mais on sentait que ça ne durait pas longtemps. Voilà, c'est vrai que quand il dit que la prochaine hausse sera en 2023 et Mme Yellen dit quasiment l'inverse en disant 2022, plutôt en ligne avec le marché. Donc c'est vrai que tout ça devrait rentrer dans l'ordre. On voit qu'il y a une petite pause depuis 2 semaines sur les taux d'intérêt, mais normalement il n'y a pas de raison qu'on remonte doucement, mais sûrement vers les 2%. Et je pense que le marché pourrait complètement l'absorber en dépit des variations élevées. Donc on voit clairement que depuis le début de l'année, ce qui était l'ancien darling de tous les investisseurs, le Nasdaq qui plutôt souffre
de cette remontée des taux, parce que je vous rappelle bien que toutes les valeurs de forte croissance, plus les taux sont élevés, plus vous impactez quand vous actualisez la croissance future des résultats. Donc d'où la sous-performance du Nasdaq cette année et la très forte surperformance du Dow Jones et également du Russell 2000, donc les valeurs de plus de petites et moyennes capitalisations aux États-Unis. Donc voilà, donc ils s'en sortent bien. On verra mercredi, jeudi, il y a des chiffres et aussi l'emploi vendredi assez important macroéconomique, notamment sur l'ISM manufacturier et les prix payés. Parce qu'on voit que clairement le plan de relance de 1900 milliards est un plan inflationniste parce que tout ne sera pas produit aux États-Unis. On va devoir importer des choses du reste du monde, notamment des matières premières, plein aussi de biens. Donc on voit que les coûts des biens, il y a des vraies ruptures d'approvisionnement. Il n'y a pas que dans les semi-conducteurs, dans beaucoup de produits. On a vu que Nike, pour la première fois, a fait un petit... a dit attention, c'est pas un problème de demande, c'est vraiment un problème d'offre. On va voir que les premiers impacts des semi-conducteurs, il y a Tesla qui va bientôt sortir ses chiffres. Va-t-il pouvoir livrer toutes ces voitures? Est-ce qu'ils nous disent demain il y a un problème de semi-conducteurs, etc. Donc c'est vrai que ça va pouvoir donner un peu de volatilité, mais néanmoins tout ça va dans le bon sens. Vous avez clairement vu que le premier chèque des $600 aux États-Unis avait été consommé directement. Et la consommation américaine a vraiment très bien marché. Le mois de mars, ça devrait repartir à fond après un mois de février qui avait eu des impacts techniques comme la météo qui avait impacté un peu les chiffres. Mais voilà, non, ça va dans le bon sens et c'est vrai que le plan de 3 000 milliards, on en saura un peu plus dans quelques jours, devrait faire du bien aux États-Unis. Ouais. Thibaut Prévet, on l'a annoncé, il y a plusieurs rendez-vous attendus cette semaine aux États-Unis. Donc l'indice ISM, mais aussi donc l'enquête ADP de l'emploi avant les chiffres du ministère du Travail de l'Emploi aux États-Unis. Faut les attendre comment ces chiffres-là? C'est quoi, une validation du coup des premiers jours de mandat de Joe Biden ou une validation de... Ouais, je crois qu'il ne faut pas les attendre. Il ne faut pas les attendre. Okay. Non, mais il faut accepter le fait qu'on a une période qui... Ce qui est intéressant quand vous regardez les chiffres, ce n'est pas leur niveau, c'est leur variation, pour voir s'il y a des tendances qui se dessinent. Et quand on est dans des périodes complètement éclatées, comme on est aujourd'hui, où il y a eu un effondrement et un rebond virulent, il y a des chiffres qui sont extrêmement élevés, qui disent rien, parce qu'elles ne nous disent pas où on va. Donc on est dans une période d'un rebond très conjoncturel. On a besoin de savoir si ça accouche de quelque chose de plus structurel. Est-ce qu'on doit avoir un choc, genre post-guerre, qui va nourrir une croissance pendant des années, ou est-ce qu'on a une inflation qui revient justement de cette incapacité à produire, puis dès qu'on aura rattrapé, ça va se calmer? Aujourd'hui, on n'en sait rien. Et ce n'est pas les statistiques du mois de mars ou même du mois d'avril qui nous le diront. C'est quand on arrivera vers mai-juin et qu'on verra si on a lancé une dynamique ou au contraire, on a eu un petit soufflet qui retombe un peu. Aujourd'hui, le marché a en tête qu'on est plutôt sur un rebond conjoncturel, avec des fruits structurels un peu plus faibles, c'est-à-dire qu'on aura plus d'inflation et de croissance qu'avant, mais pas dans des proportions colossales. Il faudra voir si c'est ce scénario-là ou si au contraire c'est entre guillemets hors contrôle. Et ça, c'est pas les chiffres de cette semaine ou même du mois prochain qui nous le diront. Donc je crois qu'il faut évidemment les surveiller parce que c'est intéressant, mais je crois qu'ils n'ont pas grand-chose à nous dire sur les sujets qui nous intéressent vraiment, c'est-à-dire est-ce que la dynamique de long terme a été altérée par les événements conjoncturels de 2020 ? Et je pense que c'est trop tôt pour le savoir. Donc on ne tire pas de conclusion à chaud, on attend de voir sur plusieurs mois. Ouais, je pense réellement que si on est surinformé, on reçoit énormément de statistiques, qu'on est bien obligé de commenter. Mais je crois que les vraies questions qui se posent aujourd'hui, c'est des questions qui ne trouveront pas leur réponse en mars 2021. Ce d'autant plus, si je puis me permettre, qu'on sait pertinemment qu'il va y avoir des effets de base terribles sur l'inflation qui vont emmener celle-ci à plus de 3%, voire même 3,5% aux États-Unis, pourquoi pas 4% même à la limite. Ça, c'est du bruit, effectivement, on le sait. Donc la vraie question qui est derrière, c'est est-ce qu'on va avoir ce qu'on appelle des effets de second tour? Est-ce qu'on va avoir une diffusion de cette inflation payée par effectivement le ménage américain sur des salaires, des prix de production ou de l'inflation sous-jacente? Ça, on ne le sait pas encore. Il est beaucoup trop tôt pour se prononcer. Et il ne faut pas oublier aux États-Unis que si on regarde ce qui a été fait si on cumule tous les plans budgétaires depuis le mois d'avril dernier, c'est pas loin de 20 points de PIB qui ont été injectés. Et 20 points de PIB, ça se voit mécaniquement sur une croissance à 7. Enfin, c'est comptable. À un moment donné, il n'y a pas de dimension, il n'y a pas de stochastique là-dedans. Hein. Donc globalement, c'est tout à fait normal de voir une économie américaine creuser l'écart finalement avec l'Europe, tout simplement parce qu'encore une fois, ils ont injecté massivement des liquidités dans leur économie. Alors, vous parlez de bruit, vous parlez d'être obligé de commenter l'actualité. Ben justement, je vous propose de le faire, à voir si effectivement ce sera pour vous du bruit ou quelque chose de sérieux. Le secteur bancaire, du coup, recule depuis ce matin. Alors, je ne vais pas revenir sur toute l'histoire parce que du coup, on entend beaucoup de choses, on a des déductions, on a des suppositions, mais globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que Nomura, donc la banque japonaise, a annoncé anticiper
une perte potentielle de 2 milliards de dollars en lien avec, je cite, une transaction avec un client américain, Nomura qui perdait 16% ce matin à Tokyo. Crédit Suisse a annoncé de son côté que ses résultats du premier trimestre pourraient être affectés de manière importante à cause du défaut sur des appels de marge d'un fonds spéculatif américain avec qui la banque suisse détenait des positions. Et dans le même temps, on a le fonds Tiger Cub Archegos Capital Management, je le dis bien, qui a annoncé avoir fait défaut sur ses appels de marge, et ce qui a eu pour effet de précipiter la vente massive d'actions vendredi dernier. Certains parlent de 20 milliards de dollars d'actions, d'autres 30 milliards de dollars d'actions, des actions vendues en bloc qui ont visé principalement Viacom CBS, Baidu, Discovery ou Tencent Music. J'ai noté juste ici un peu les variations des bancaires sur les marchés financiers. Société Générale, moins 2,41%, BNP, environ moins 2%, Crédit Agricole, moins 0,7%, Deutsche Bank, moins 3%, et donc Crédit Suisse, on en a parlé, moins 14%, et Nomura, moins 16%. Qu'est-ce que ça vous évoque, Mabrouk, tout d'abord ? Bon, la question, je sens votre réaction que c'est du bruit déjà. Oui, non, c'est du bruit. Et puis, c'est ce qu'on disait hors antenne, c'est que finalement, à chaque fin de mois, on a l'impression qu'il faut un petit événement pour un peu pimenter la fin de mois, en quelque sorte. Non, mais globalement, c'est pas un risque de système. En tout cas, je ne le pense pas. Et globalement, la réaction des bancaires aujourd'hui, elle est naturelle. On a un secteur qui va être, on va dire, impacté. Et les institutions qui ont été effectivement touchées par ce problème-là sont sanctionnées. Et le reste, finalement, moins 2% pour une action, effectivement, type Société Générale, ce n'est pas non plus quelque chose, entre guillemets, qui relève effectivement d'un événement de marché, pas du tout, quoi. Donc là, on va voir, effectivement, on n'a pas assez d'informations à ce stade pour se prononcer et faire un diagnostic. Pas plus de commentaires de ma part. Thibaut Prébet, du coup, c'est un non-événement où ça peut poser d'autres questions, peut-être sur des valorisations excessives ou autres. C'est du bruit, c'est pas du bruit. C'est du bruit dans le sens où c'est une perturbation. Mais comme c'est une perturbation qui revient tout le temps, au bout d'un moment, voilà, vous savez cette phrase, quand quelqu'un a toujours de la chance, ça n'est pas de la chance. C'est un peu pareil. Quand une société est toujours au creux de tous les pains de marché, à un moment donné, il faut se poser des questions. On nous a dit que les banques, oui, mais c'était le pétrole qui était haut, mais en fait, il y avait un problème géopolitique, donc il y avait des pertes tous les ans. Puis après, c'était le Covid. Et ensuite, on a dit, dès que les taux vont remonter, ça va marcher. Et puis, on enchaîne encore les nouvelles. Donc, ce qu'on constate, c'est que vous avez des secteurs en bourse pour lesquels tout est une opportunité. Si on prend l'exemple d'Amazon, c'est l'exemple typique. Dès qu'il se passe quelque chose, c'est bon pour eux. Vous avez des sociétés qui ont un problème géopolitique, de matières premières, un volcan ou quoi que ce soit, c'est toujours un problème. Et donc, je pense que ce qui se passe aujourd'hui est sans aucun intérêt dans l'absolu, mais qu'on pousse deux choses. Une idée d'opacité du secteur bancaire. Les gens se disent, mais en fait, j'aime bien mettre mon argent, on est des stock pickers, dans des choses qu'on comprend, qu'on connaît. Quand les gars sortent des positions, on ne sait même pas qu'elles existent, qui leur font perdre des montants colossaux, on a du mal à être à l'aise avec ce type de choses. Et puis la deuxième chose, c'est que c'est vrai qu'il y a toujours une raison pour laquelle, à la fin, il y a un truc qui cloche. Et on ne voit pas en revanche les opportunités qu'ont d'autres secteurs qui font qu'il y a aussi parfois ce côté bonne surprise. Et donc ça rajoute à cette défiance historique du secteur bancaire dont elle aura bien du mal à se dépêtrer. Et donc oui, c'est du bruit. Mais ce n'est pas la première fois qu'on a ce genre de discussion du ah oui, les banques, il y avait un problème, mais ça sera bon au prochain trimestre. Et je pense que cette lassitude qui s'est installée dans les marchés depuis 4-5 ans sur les banques trouve là encore du carburant. Je me souviens les premières fois que je suis passé à la télévision et que je critiquais les banques. Sur Twitter, il y avait des dizaines d'insultes en disant mais le secteur bancaire, c'est formidable, vous vous rendez pas compte. Aujourd'hui, tout le monde a lâché l'affaire. Et donc, je pense que ce genre d'affaires participe à ce dédain, ce lâchage, particulièrement du retail, des valeurs bancaires. Voilà, sur ce qu'ils font, sur leur bilan, et puis sur le fait qu'il y aura toujours une raison pour laquelle ça ne marchera pas bien. Donc je crois que c'est à la fois un détail et à la fois assez symptomatique du désamour de la cote pour ce type de société. Louis Defels, un avis similaire ou peut-être un peu plus mesuré sur les bancaires ? Je suis assez en ligne, mais oui, sur les bancaires, ça c'est clair, vous l'avez compris. Je pense que nous, c'est structurellement mort, on se rejoint assez, c'est de la value trap, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est d'essayer de comprendre comment c'est intervenu. C'est vrai qu'on a vu déjà avec la crise du Covid ce qui s'était passé sur certaines grandes institutions financières de la place de Paris et certains hedge funds qui ont explosé en vol, peut-être avec trop de leviers, trop de boîtes noires, trop d'algorithmes. Et c'est vrai que de temps en temps, mettre un peu plus d'humain dedans, c'est vrai qu'on a vu la rotation sectorielle était ultra violente sur le mois de février. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a des fonds, notamment des long short, qui avaient peut-être des stratégies trop quantitatives, qui sont partis vraiment complètement dans le décor. Donc moi, c'est plutôt, j'ai l'impression que ça arrive de plus en plus souvent. Et donc remettre un peu peut-être d'humain dans la gestion et d'essayer de prendre du recul, ça peut plutôt faire sinon. Voilà moi un peu comment je l'analyse, en disant il y a eu trop d'argent levé, des milliards sur des fonds où c'était que des boîtes noires, on ne comprenait rien. Et on voit de plus en plus que ça part un peu dans le décor.
Donc, c'est pas plus mal pour nos métiers où nous, on est des simples, on va dire, gérants longs traditionnels. Et ben justement, je vous propose d'en parler directement de vos métiers. Il nous reste à peu près 5 minutes jusqu'à la fin de cette émission. On va continuer avec vous, Louis Defels. Du coup, dans le contexte qu'on a brossé un petit peu là, quels sont les secteurs ou peut-être même les valeurs que vous regardez? Quelles sont celles que vous évitez ou quelles sont les zones géographiques que vous regardez? Alors, je pense qu'aujourd'hui, clairement, on peut s'accorder à dire qu'on est dans une vraie reprise cyclique. On voit qu'il y a une vraie reprise de la croissance des bénéfices par action. Donc on pense clairement que le marché, c'est très difficile à court terme de faire des prévisions, mais à 6-12 mois, même plus long terme, on reste très positif sur le marché action. Et il y a plusieurs moyens pour la thématique. Clairement, on a vu que Christine Lagarde et que taux vont rester bas pendant longtemps. Et je pense que les sociétés à longue duration, donc des belles valeurs de qualité, les L'Oréal, les Hermès et Dassault Systèmes, qui ont pu être un peu impactées avec la remontée des taux d'intérêt, est un bon moyen de valeurs de fonds de portefeuille qu'il faut toujours garder en portefeuille parce que c'est des valeurs qui, sur le moins long terme, surperforment. Mais néanmoins, pour remettre un peu d'alpha dans les portefeuilles, remettre un peu on va dire, pour faire de la performance, nous, on privilégie plutôt les valeurs small et mid cap, où il n'y a pas cette fameuse rotation sectorielle et surperforme toujours les large caps en reprise de cycle et notamment quand les PMI sont en reprise. Donc c'est une première thématique. Et enfin, pour jouer à la reprise, on va dire les anciennes belles valeurs liées qui étaient avant le Covid, on va dire, vous savez, dans la fameuse reprise en K, on peut espérer qu'avec la reprise des vaccins, des très belles valeurs qui étaient très bien gérées, type Voyageurs du Monde, Compass, ou sociétés comme Italie, comme Mar, qui dans la distribution de nourriture pour café, l'hôtel, des restaurants, devraient revenir une fois que les vaccins arrivent, parce que c'est des valeurs de très très bonne qualité, extrêmement bien gérées. Donc voilà un peu comment on construit nos portefeuilles aujourd'hui chez Gay-Lussac Gestion. Alors ça, c'était pour Gay-Lussac Gestion. Thibaut Prébet, même question. Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous évitez? Où est-ce que vous voyagez si vous avez différentes zones géographiques? Ouais, alors chez Financière Arbevel, j'aime bien à dire qu'on est des investisseurs stratégiques et pas tactiques. Donc on n'essaie pas d'aller faire les coups. Donc quand le marché tourne très vite, on a plutôt tendance à essayer de définir une vision de long terme et d'y rester. Ce qu'on observe aujourd'hui, effectivement, c'est que le pari small-mid cyclique est un bon moyen d'aller chercher un rebond sans aller sur des secteurs qu'on n'aime pas particulièrement jouer sur le long terme. Je crois qu'on en a parlé suffisamment. J'ajouterais 2 choses. La première, c'est qu'on observe qu'il y a une baisse des valeurs technologiques qu'on n'a jamais tellement vendues, puisqu'on considère que c'est du bruit ce qui arrive. Il y a eu des claques un peu plus marquées sur certaines valeurs vertes qu'on appréciait. On a considéré, nous, que ça commençait à être une bonne opportunité pour revenir. Donc on fait récemment un peu notre retour en allocation. En tout cas, on revisite un peu les dossiers de valeurs vertes, qui ont parfois perdu des 20, des 30, des 40% depuis le début de l'année, ce qui recrée des opportunités assez importantes dans un secteur qui va être au cœur des plans de relance. Et puis, même donc si des valeurs vertes finalement qui étaient un peu les stars finalement de 2020 et qui début d'année assez rude, qui a eu un début d'année assez rude. Donc vous y revenez aujourd'hui. En tout cas, c'est vrai qu'on revisite tous les dossiers parce qu'on considère que il y a parfois des choses un peu conceptuelles qui s'envolaient avec beaucoup d'introductions en bourse, tout le monde qui mettait 2-3 commandes et qui essayait de refourguer une filiale en disant ça vaut quelques milliards. Tout ça, c'est un peu calmé. Donc on pense qu'il y a à nouveau une opportunité, même s'il va y avoir beaucoup d'introductions en bourse et de flux. Et puis, même si c'est un marché qu'on apprécie, on trouve toujours que les valeurs américaines techno sont quand même toujours très chères. Et donc dans les allocations mondiales, j'avoue qu'on regarde quand même volontiers l'Asie et la Chine, suite à la baisse récente, un peu plus rapidement que les valeurs type Nasdaq ou à l'équilibre. On ne se trouve pas aujourd'hui qu'on ait recréé des opportunités massives, même si là encore, ce volant un peu plus tactique reste très limité dans la logique de Financière Arbevel. Et pour finir, Mabrouk Chetouane, alors on ne va pas parler de valeurs spécifiquement, mais qu'est-ce que vous regardez les grands mouvements sur les marchés financiers? Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'en 2021, les zones de croissance, ça va être globalement concentré sur le continent américain et le continent asiatique. Donc la Chine va continuer effectivement de tirer, de jouer sa force d'attraction, notamment sur la partie Asie du Sud-Est. Donc effectivement, les actions de cette région méritent effectivement qu'on les regarde. Donc la Chine, qui pareil, était un des grands sujets de 2020, dont on a un peu moins parlé début 2021. Ça fait oublier en ce moment, mais ça va revenir sur le devant de la scène. Ça va revenir, et puis c'est déjà revenu à mon sens. Et puis, faut pas oublier que la fin de l'année dernière, ils ont signé quand même un accord. Alors, l'accord, le RECP, effectivement, qui était un accord de commercial, certes pas non plus très élaboré, mais en tout cas ça montrait effectivement la mainmise de la Chine sur cette zone-là, qui est la zone encore une fois de croissance forte au niveau mondial. Et donc in fine, donc, la zone émergente, alors là aussi il faut être un peu sélectif dans la mesure où la remontée des taux américains, ça peut effectivement ça peut poser quelques difficultés. La remontée du dollar aussi peut poser des difficultés à certains pays émergents qui seraient trop exposés justement sur cette thématique dollar.
Donc l'Asie du Sud-Est nous paraît être effectivement un bon point. Et puis globalement, on ne peut pas non plus, avec ce qui se trame, entre guillemets, ce que nous réserve Joe Biden avec son plan effectivement d'infrastructure, on peut difficilement s'éloigner effectivement du marché américain. Donc ça, c'est malgré les valorisations, et ça on le dit depuis maintenant plusieurs années, qui ne cesse de croître, on a quand même aujourd'hui des secteurs qui vont bénéficier d'un nouveau plan qui risque d'être lui aussi titanesque au niveau américain, qui va in fine se déverser sur le marché des actions américaines et par voie de conséquence sur l'ensemble des marchés développés. Donc il faut rester finalement quand même aussi sur les marchés américains et Oui. les marchés européens dont on a quand même parlé durant une grosse partie de cette émission. Exactement. Merci beaucoup Mabrouk Chetouane. Je rappelle que vous êtes responsable de la stratégie et de la recherche de BFT IM. Merci également Thibaut Prébet. Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint de Financière Arbevel. Et merci Louis Defels, directeur général et responsable des gestions chez Gay-Lussac Gestion.